George Orwell, le jeune Anglais qui avait faim. Une assiette, puis une deuxième, puis une troisième. À la fin de la soirée, il a arrêté de compter. Ses mains sont blanches, toutes fripées par l'eau chaude. Ses doigts sentent le savon et la graisse. Il est presque minuit. Quand il pousse enfin la porte du restaurant, Paris est magnifique. Les rues brillent après la pluie, des couples rient en terrasse, mais lui n'a pas assez d'argent pour s'offrir un café. Il n'a pas un rond. Alors il marche, parce que marcher, eh bien, c'est gratuit. En français, on dirait qu'il est dans la dèche, être dans la dèche. Ça veut dire n'avoir presque plus d'argent. Et c'est justement le titre du livre qu'il écrira quelques années plus tard, en anglais, Down and Out in Paris and London, et en français, Dans la dèche à Paris et à Londres. Mais ce soir-là, ce jeune Anglais ne sait pas encore qu'il écrira ce livre. Il ne sait même pas s'il pourra manger demain. Quelques années plus tard, des millions de lecteurs connaîtront son nouveau nom de plume, George Orwell, le rêve. En 1928, ce jeune Anglais arrive à Paris avec un rêve très simple, écrire. À cette époque, il ne s'appelle pas encore George Orwell. Son vrai nom est Eric Blair. Comme beaucoup d'artistes avant lui, il imagine Paris comme la capitale de la liberté, la ville des écrivains, des cafés où l'on discute pendant des heures comme le café de Flore, des librairies pleines de promesses. Il loue une petite chambre près de la rue du Pot de Fer dans le quartier latin. Aujourd'hui, les touristes s'y promènent tranquillement, Montmartre, etc. Mais à l'époque, le quartier est populaire, bruyant et bien plus pauvre. Et puis un matin, tout bascule. Son argent a disparu, volé. En quelques secondes, il est complètement fauché. Il n'a plus un rond, littéralement. Une seule question lui tourne dans la tête, comment manger demain? En fait, comment survivre? Les cuisines invisibles de Paris. Grâce à un ami russe, Boris, il trouve enfin un travail. Pas comme écrivain, pas comme journaliste, mais comme plongeur. En français, faire la plonge ne signifie pas plonger dans l'eau. C'est laver les assiettes, les casseroles et les couverts dans les cuisines d'un restaurant. Le premier soir, il comprend. Ici, personne ne marche. Tout le monde court, s'active. Les serveurs arrivent d'un seul coup avec des piles d'assiettes. Les casseroles brûlent encore, la vapeur envahit la pièce. Le chef crie. Quelqu'un glisse, un autre jure. Les commandes continuent d'arriver, toujours plus vite, toujours plus fort. Ses mains restent des heures dans l'eau brûlante. Sa peau se ramollit. Ses doigts se couvrent de petites coupures. L'odeur du savon ne le quitte plus. À l'étage, les clients, eux, dégustent leur dîner. Ils débattent, ils papotent, ils rient. Ils se délectent de la haute cuisine française. Tandis qu'au sous-sol, personne ne voit ceux qui rendent tout cela possible. Plus tard, Orwell écrira A plongeur is one of the slaves of the modern world. Un plongeur est l'un des esclaves du monde moderne. Cette phrase ne parle pas seulement des cuisines, elle parle de tous ces travailleurs invisibles que l'on oublie trop souvent. Ce que Paris lui a appris. Au début, Orwell pense que le plus difficile, c'est de gérer la faim. Puis il comprend que le plus difficile, le plus challengeant, c'est la routine. Chaque journée ressemble à la précédente. Travailler, manger, dormir, recommencer. En France, on résume souvent cette idée avec une expression célèbre, métro, boulot, dodo. Dodo, c'est pour dormir. Métro, boulot, dodo. Une vie où chaque jour se répète, sans surprise. Pour Orwell, ce serait presque
plonge, boulot, dodo. Pourtant, quelque chose change en lui. Il commence à regarder les gens autrement. Le serveur, le cuisinier, le plongeur, le sans-abri. Un sans-abri, c'est une personne qui vit dans la rue. Tous ont une histoire. Tous méritent d'être vus. Plus tard, il écrira une phrase étonnante. You have reached them and you can't stand it. You have reached them and you can stand it. En touchant le fond, découvre-t-il, on réalise parfois qu'on est plus fort qu'on ne le croyait. Toucher le fond, en français, signifie vivre le moment le plus difficile de sa vie. Le fond, the bottom. Le moment où l'on pense qu'on ne peut pas tomber plus bas. Orwell découvre aussi qu'on peut remonter et que cette épreuve lui a ouvert les yeux. Quand il écrira La ferme des animaux, puis 1984, il parlera du pouvoir, des injustices et de la dignité humaine. Et tout cela commence ici, dans la chaleur étouffante des cuisines parisiennes. Quelques années plus tard, le monde entier connaîtra son nouveau nom, George Orwell. Mais il n'oubliera jamais ce que Paris lui a appris. Pourquoi cette histoire compte encore? Quand on visite Paris aujourd'hui, on regarde la Tour Eiffel, les grands boulevards, les terrasses des cafés. George Orwell, lui, se souvenait surtout des sous-sols, des cuisines, des assiettes, du bruit, de la fatigue. Il était venu à Paris pour apprendre à écrire. Paris lui a appris à regarder ce que personne ne voit. Et c'est peut-être là qu'est né le véritable George Orwell. Parce que les grandes histoires ne commencent pas toujours dans les palais ou les bibliothèques. Parfois, elles commencent devant un évier rempli d'assiettes sales. Les expressions du jour. Être fauché. Ne plus avoir un rond, faire la plonge, joindre les deux bouts, toucher le fond, métro, boulot, dodo. Si cette histoire vous a plu, dites-le moi en commentaire, ça me réjouit et ça me motive pour continuer. Connaissiez-vous cette période de la vie de George Orwell? Et selon vous, quelle est la plus grande leçon que Paris lui a apprise? Si vous aimez découvrir la France à travers les histoires extraordinaires de ceux qui y ont vécu, n'oubliez pas de vous abonner et je pense que vous aimerez aussi l'histoire d'un autre jeune écrivain à Paris, arrivé à Paris avec un rêve. C'est Ernest Hemingway. Lui aussi croyait que Paris allait changer sa vie, mais tout a basculé à cause d'une simple valise. À très bientôt, c'était Déborah.